La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est heureuse de vous présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Le Touche à tout. Je vous préviens tout de suite, on est dans des réparations au Centre Marie-Agnès Desrosiers, alors ne vous surprenez pas si vous entendez des drôles de bruit. C'est pas la cause des invités et pas la mienne non plus, mais les travailleurs, alors des fois ça amène du bruit. Mais on va faire nos entrevues pareil. Et comme premier invité à mon émission ce soir, j'ai le plaisir d'avoir quelqu'un qui est habitué à l'émission, que j'ai reçu il y a à quelques reprises, l'année dernière notamment. Une travailleuse sociale et responsable de la prévention du suicide au Centre des services sociaux, Centre de la santé. santé et des services sociaux de la région de Thetford. Madame Denise Deshaies, bonsoir. Bonsoir. On a abordé au cours de l'année dernière un aspect du suicide. Et là, vous venez cette année, et puis même que la semaine de prévention du suicide a eu lieu au début du mois de février. Exactement. Vous voulez l'aborder sur un plan positif. C'est ça. Même si quand on parle de suicide, c'est pas nécessairement positif, mais il y a des aspects qui sont positifs à un moment donné au niveau de la prévention. Exactement. OK. C'est clair que le sujet de la prévention du suicide, c'est un sujet grave. Même quand les statistiques diminuent, il y en a toujours trop de personnes qui meurent par suicide. C'est une de trop. Exactement. Mais j'ai choisi aujourd'hui de vous parler des facteurs de protection. Autrement dit, qu'est-ce qui nous aide à rester en vie malgré les difficultés, par opposition à qu'est-ce qui me mènerait au suicide. Ah oui. Vous comprenez? Ouais. Alors, les chercheurs ont identifié 7 éléments et moi, aujourd'hui, je vais vous parler des principaux. Puis vous allez voir que c'est une façon de dire le gros bon sens, mais d'une manière qui a été testée, vérifiée, documentée par les chercheurs. OK. Mais toujours sur du point de vue positif de la chose. Donc, autrement dit, j'ai jamais de bonne raison pour tenter, faire une tentative de suicide, mais là, je peux avoir des bonnes raisons pour ne pas faire de tentative de suicide. Exactement. Et on peut ça nous guide sur ce qu'on doit développer pour rester de belle humeur, pour rester en santé physique et mentale. C'est ça, développer nos aptitudes. C'est ça. Et alors, j'en prends note. C'est ça. Alors, le premier, ça touche à l'espoir, la capacité d'espérer. Donc, les optimistes, je vous apprends rien, les optimistes ont beaucoup plus de chances de passer à travers les épreuves que les gens qui ont tendance à être dépressifs, à voir strictement le côté sombre de l'univers. Ah oui, OK. Alors, du positivisme. Oui, et c'est clair que l'espoir, c'est le moteur de la vie. Quand on a de l'espoir, même si on vit des souffrances terribles, on va passer à travers plus facilement. Si j'ai un cancer, mais que je sais que j'ai le maximum de chances de survivre, bien, je vais accepter de souffrir les traitements beaucoup plus facilement que si on me dit, bien, on va essayer quelque chose, mais c'est pas certain que tu vas passer à travers. Donc, l'espoir transporte les personnes. Et est-ce que dans le mot espoir, on peut voir aussi projet? Si j'ai des projets à long terme, c'est parce que j'ai de l'espoir de faire quelque chose? C'est très clair. Et c'est pour ça qu'on aide les jeunes à essayer d'identifier leur passion, leur goût. Ah oui. Et que les gens qui se connaissent personnellement ont plus de chances de traverser les difficultés que ceux qui ne savent pas trop ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils pensent, etc. Oui. Donc, la connaissance de soi, c'est un facteur important à ce niveau-là. Donc, le premier, c'était la capacité d'espérer. C'est ça. Un autre, vous allez voir qui est plein de bon sens, c'est n'avoir aucune ou avoir une très légère consommation de substances. Par substance, on entend l'alcool, les drogues,
les médicaments sur le marché noir ou le jeu. Ils ont mesuré que dans 50% des cas de décès par suicide, il y avait de l'alcool dans l'organisme de la personne décédée. 50%. Donc, c'est un désinhibiteur qui, quand ça va mal, peut faciliter le passage à l'acte. J'aurais quasiment envie de dire une bêtise. Là. Il y en a qui vont prendre un coup pour se donner du courage, pour passer à l'acte. Je dis bien que c'est une bêtise. Oui, c'est ça. En fait, c'est que les barrières, le bon sens qui nous retient puis qui nous garde en vie, ce bon sens-là s'effrite avec l'alcool. Avec l'alcool ou encore d'autres substances. Là, C'est ça. Bon. C'est clair. Et même le jeu. Le jeu, c'est qu'il y en a qui se rendent à des limites inimaginables avec le jeu. Et leur monde s'écroule. Plus de maison, plus de travail, plus d'amis, plus d'argent, plus aucune crédibilité dans le chemin. Oui. Ça fait que c'est une descente aux enfers qui peut être désespérante. Oui. Mais d'ailleurs, j'ai reçu, il y a quelques semaines, à peine un mois, un monsieur qui est passé par là et qui est rendu un peu responsable dans la région ici de Gamblers Anonymes, qui est un pendant de ce qu'on connaît comme AA, les alcooliques anonymes. C'est ça. Et c'est ce qu'il disait d'ailleurs, lui, il est descendu assez profondément avant de recommencer à relever, à se reconstruire, effectivement. Et puis là, il travaille beaucoup à ça, parce que lui, il est personnellement impliqué, puis il connaît ça, il travaillait dans des bars en plus, donc il était... il avait accès aux machines facilement. Mais il ne m'a jamais parlé qu'il avait fait de tentative de suicide, mais ça peut être un élément. Ça peut être un élément. Ça peut être un élément. Exactement. Okay. Ça, c'était le deuxième. Oui, je vous dirais donc, évidemment, modérer la consommation quand ça va mal, parce que quand ça va... Prendre un verre, c'est un plaisir. On rit plus fort, mais on peut pleurer plus fort aussi. Donc, la modération a meilleur goût quand on parle de prévention du suicide aussi. Un autre, c'est la capacité de se contrôler. Les impulsifs se mettent en danger. On a juste à penser à la rage au volant. Mais l'impulsivité en matière de suicide, c'est dangereux aussi. Il y a une étude qui parle de 17% de décès par suicide qui surviennent chez des gens qui ont une vie parfaitement normale, heureuse, bon ménage, bon travail, enfants en santé, belle profession, etc. Mais à qui arrive un malheur, un jour, une faillite ou un divorce, et qui passe à l'acte à une vitesse qui fait que personne n'a le temps de reconnaître les symptômes précurseurs et de les repérer pour les aider. Donc, d'où vient l'importance de se contrôler? Là? Exact. L'importance de se connaître, de connaître nos réactions dans diverses situations et d'être capable d'attendre que les émotions s'apaisent avant de décider quoi que ce soit. Laisser tomber la poussière. Exactement comme nos pères disaient. Attends que la poussière retombe. Donc ça, c'était la troisième, oui. la quatrième étape, ou le quatrième concept. L'autre, c'est la présence de proches. En bon français, est-ce que j'ai des amis? Est-ce que j'ai une famille? Est-ce que je vis en couple? Est-ce que j'ai quelqu'un de significatif autour de moi avec qui je peux rire, je peux pleurer, je peux parler? C'est extrêmement important. Si j'ai bien retenu mes leçons, l'année dernière, vous avez parlé que des gens qui s'isolent sont dangereux. Oui. Donc là, vous venez de le dire, là, à la présence de proches, bien, c'est pas de l'isolation, ça. Non. C'est pas de l'isolement. C'est ça, exactement, parce que... mais on aura moins tendance à s'isoler si on sait que mon bon ami Jacques, par exemple, est disponible, peu importe quand, pour me recevoir puis pour parler. J'aurais moins tendance à m'isoler si j'ai un réseau autour de moi. Ouais. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être notre bon voisin, ça peut être papa, ça peut être le mari, peu importe. Mais ça prend une personne significative
pour être capable de vibrer, de communier avec une autre personne. 5e. On va parler de la capacité à prendre soin de soi. Ça, c'est des choses que tout le monde sait, mais qu'on ne fait pas toujours pour toutes sortes de bonnes raisons. Ça va de, évidemment, bien s'alimenter, à se coucher puis dormir quand c'est le temps, faire de l'exercice, s'instruire, se cultiver, se soigner quand on a quelque chose qui ne va pas bien. Et ça veut dire accepter de prendre un rendez-vous chez le médecin et y aller. Ça veut dire voir le dentiste, ça veut dire voir le psychologue si c'est nécessaire, ou bien le travailleur social, ou s'engager dans un groupe comme le Centre régional du deuil, si on est en deuil puis que ça passe pas, aller à d'homme à homme si on n'est pas bien avec des pulsions de violence conjugale, aller à partage au masculin si on vient de se séparer puis qu'on a peur de ne pas passer à travers. Tout ça, ça s'appelle prendre soin de soi. C'est une façon de s'aimer soi-même qui est aux antipodes du geste qu'on pose pour se suicider. Ouais. Si je m'aime, je prends soin de moi. Parce que le suicide, c'est un manque d'espoir. On a parlé, la première étape. Il nous reste 3 minutes, on est rendu au 6e point. Au 6e point, oui, c'est le fait de n'avoir jamais commis de tentative de suicide. C'est important parce que le fait de n'avoir jamais transgressé cette frontière interdite me protège. C'est comme pour un voleur. La première fois qu'il est allé piquer au magasin, ça a été toute une affaire. Mais plus il s'est mis à voler, plus il s'est habitué. Et c'est la même chose par rapport à la tentative de suicide, où la première fois est la plus difficile. Mais ça peut être, si la personne se retrouve dans les mêmes circonstances qui l'avaient amené à faire une tentative auparavant, ou si cette personne-là est déçue ou fâchée d'avoir survécu à une tentative, c'est possible qu'il y ait une seconde tentative. Ah bon. Donc, quand ça va mal, il faut demander de l'aide. Puis, tout le monde a vu la petite affiche bleue, la ligne 1-866-277-3553, qui est la ligne 1-866-appel, est ouverte 24 heures par jour pour qui que ce soit qui s'inquiète de lui-même ou pour qui que ce soit qui s'inquiète d'un proche. OK. 1-866-277-3553. Exactement. Et ça, c'est une ligne provinciale où il y a des gens qui sont formés pour être capables soit de donner un conseil ou de diriger les gens vers les besoins. C'est plus que ça. Ah, c'est une ligne d'intervention où travaillent des professionnels et c'est en lien fonctionnel avec le CLSC, jour et nuit. Nous, on est sur Pagette. Et s'il y a un besoin dans notre région, on saute dans notre auto et c'est sûr qu'on évalue la demande au préalable par téléphone, mais en cas de besoin, on se déplace et nos partenaires sont avec nous autres. Madame Denise Deshaies, responsable de la prévention du suicide au Centre de santé des services sociaux de la région de Thetford. Bravo. Je l'ai bien dit. Merci beaucoup. Parfait. Et vous demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants à peine. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la directrice du réseau d'entraide Appalaches, Maggie Roy. Bonsoir, Maggie. Bonsoir à vous. Une autre habituée que j'ai eu le plaisir de recevoir. Maggie, même si on en a déjà parlé, j'aimerais ça que tu me fasses là, une définition assez précise de qu'est-ce que c'est le réseau d'entraide Appalaches. Une multitude de services, en fait, si on avait à le résumer de cette façon-là. Par contre, le réseau d'entraide des Appalaches, dans un premier temps, existe depuis 1991. Donc, on a passé la phase d'adolescence, n'est-ce pas? Oui. Donc, on est un organisme jeunesse autonome qui agit auprès des 16-35 ans et des familles ayant des enfants.
Donc, par rapport aux services qu'on offre, bien entendu, il y a des volets qui sont dédiés aux familles, entre autres. Donc, il y a une grande offre d'ateliers qui est proposée à toutes les familles en compétences parentales, entre autres. Donc, du lundi au vendredi, on propose aux familles de se réunir une fois par semaine pour vivre des expériences, soit en tant que parents ou soit d'une autre façon avec les enfants. Donc, il y a aussi des ateliers qui sont dédiés aux tout-petits. Donc, il y a un local qui est approprié, une intervenante aussi qui agit auprès des tout-petits, soit pour développer différentes sphères, entre autres le développement du langage, stimulation. Donc, on a une multitude là, de programmes adaptés pour agir auprès des enfants. À la maison par enfant s'ajoutent aussi plusieurs activités. Donc, entre autres, je vous dirais qu'on offre la possibilité aux parents de participer à des friperies. On a aussi les haltes répit qui ont lieu tous les lundis après-midi. Bien entendu, les parents peuvent bénéficier de ce service-là et ce gratuitement en réservant la place de leur tout-petit. Donc, ça leur donne l'occasion de 1h30 à 3h30, 4h, en fait, d'utiliser notre service de halte répit. Il y a aussi, tous les vendredis matins, on offre le café. Il est bon, d'ailleurs. Notre intervenante a développé cette expertise-là, entre autres. Donc, c'est ce que les parents disent, mais son accueil est tout à fait adapté aussi. Donc, à ce moment-là, les parents sont invités à venir prendre un café, jaser de ce qu'ils souhaitent partager. Et à cette occasion-là, finalement, les enfants sont invités à interagir avec d'autres enfants, socialiser ou autres, dans l'espace réservé aux enfants. Donc, ça, c'est ce qui s'adresse aux familles. Aussi, on a l'opportunité d'avoir une travailleuse de rue qui s'active dans nos rues, dans nos bars, dans nos cours d'école, un peu partout où que tout intervenant de ce monde ne peuvent pas nécessairement agir. Donc, c'est souvent nos yeux puis nos oreilles quand que nos organismes ferment. Donc, elle continue à s'activer à partir des heures de fermeture des organismes là, sur le territoire. Donc, elle aussi offre une multitude d'activités là, aux jeunes. Entre autres, tous les jeudis soirs, il y a des soupers de rue qui sont organisés. Je vous dirais que c'est populaire. Je ne sais pas si c'est parce que ça goûte super bon ou c'est bien, bien le fun, mais ils sont en moyenne 18 jeunes qui viennent manger gratuitement tous les jeudis soirs. Donc, ils se doivent de préparer le repas puis faire la vaisselle. Bon, ça, c'est négociable. Mais là, je t'arrête. Oui. Tu dis qu'ils viennent. Ouais. Ils viennent où? Au réseau d'entraide des Appalaches. C'est où? Tout à fait. 200 rue Notre-Dame-Ouest. Alors, si on veut le situer très bien, là, c'est la bâtisse à côté de chez Sept-Lacouille. Quand on est face à Sept-Lacouille, c'est à droite. Tout à fait. C'est bien ça? Côte à côte, oui, tout à fait. Donc, c'est toute cette maison-là. Est-ce que ça vous appartient, ça, le réseau d'entraide? En fait, la bâtisse, le réseau d'entraide des Appalaches appartient à l'organisme La Maisonnée. C'est notre organisme sœur, donc que je dirige aussi. La Maisonnée, la particularité de cette organisation-là, c'est entre autres d'avoir un bloc dédié aux familles. Donc, on a 6 logements réservés aux familles situés sur la rue Bolduc. Donc, 3 d'entre eux sont subventionnés. Et à partir de l'année dernière, on a parti un projet aussi d'un logement communautaire. Donc, ça permet à toutes les familles de notre territoire d'occuper cet appartement-là, c'est-à-dire une personne qui vit une situation problématique, qui se doit de sortir de chez elle, peut occuper ce logement-là pendant une courte période. Donc, on a rendu disponible un 4,5 à cet effet, qui est meublé aussi. Donc, sinon, on a les 6 logements qui sont situés en haut du réseau d'entraide des Appalaches, au 200 rue Notre-Dame. Donc, cette fois-ci, ces appartements-là sont réservés aux 16-25 ans. Donc, ce sont des appartements supervisés, c'est-à-dire que notre travailleuse de rue fait du soutien communautaire pour ces jeunes-là aussi, apporte une aide selon les besoins, toujours en relation aussi avec les partenaires du milieu, C3S, autres organismes, là, Centre jeunesse et autres. Et c'est là qu'il y a le resto-truc aussi. Le resto-jeune, en fait. Resto-truc, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, et d'ailleurs, la télévision communautaire, ça fait toujours un plaisir d'inviter, en tout cas au cours des 2 dernières années, ces bénévoles en remerciement durant la période des fêtes et on va manger au Resto Jeune. Ben oui, puis c'est toutes les jeunes. Bien, hein? Ben, c'est toutes les jeunes qui le font. Ben oui, tout à fait. Donc, ça m'amène à vous parler, en fait, des 2 plateaux de travail. Parce qu'on agit aussi en insertion et réinsertion sociale. Donc, j'ai le bonheur, encore une fois, de permettre à 12 jeunes, mon équipe et moi, là, bien entendu, ce sont 2 coordonnateurs, un qui est dédié à la menuiserie, puis une autre coordonnatrice qui agit au Resto Jeune. Donc, chacun des coordonnateurs dirige 6 jeunes différents, qui ont une expérience finalement sur les plateaux de travail. Donc, on s'entend que c'est un prétexte pour les remettre en action.
Et la particularité cette année de notre projet, c'est que les 19 semaines suivantes, nos jeunes, on va les retrouver en expérience de travail. Donc, ils auront fait 13 semaines chez nous, puis là, ils s'en vont pour 19 semaines, pardon. Donc, mais ils s'en vont où? Ils s'en vont travailler pour le dans la région? Oui, tout à fait. Donc, ce sont des employeurs. Même si au Resto Jeunes, là, moi, quand on est allé, on était servis par des jeunes. Tout à fait. C'était correct, là, très bien. Là. Donc, c'est eux qu'on va retrouver. Ils s'en vont travailler, là, comme on dit, là. Bien, peut-être au Resto Truc, là, que vous avez nommé tout à l'heure, entre autres. Là, mais écoutez, il y a plusieurs employeurs qui ont décidé de faire confiance à ces jeunes-là puis leur donner une première chance. Hey, mais ça doit être encourageant, ça, de voir qu'à un moment donné, il y a du support qui vient aussi. Puis pour ces jeunes-là aussi, quelle belle... Pendant 19 semaines? Bien, les 13 premières semaines, en fait, ils étaient sur notre plateau. Puis par la suite, ils auront 19 semaines en expérience de travail. Donc, c'est super particulier, puis c'est tellement agréable de voir ces jeunes-là au premier jour J, quand ils arrivent dans le projet, puis à la fin du 13 semaines... il y en a pour qui c'est un changement global total. Il y en a qui leur poussent un sourire définitif dans le visage. Il y en a que ça leur donne des ailes. Il y en a que... Donc, c'est beau, ils vivent des réussites, puis ça, on en est bien fiers. Mais le jeune qui va chez vous, là, est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières? Est-ce que c'est un jeune, j'ose pas utiliser le mot, mais je vais le dire pareil, là, à problème ou... Bien, moi, je vous dirais, un des premiers critères... Ben, oui, mais en fait, un des premiers critères pour être éligible à le type de projet qu'on leur présente, qu'on leur rend disponible, en fait, ce sont des jeunes qui, malheureusement, souvent sont des décrocheurs. Parce qu'il y a une particularité, c'est qu'ils ne doivent pas avoir terminé leur secondaire 5, en fait, pour être éligibles à ce type de projet. Donc, d'emblée, là, je pourrais vous dire qu'en fait, ils ont toute cette caractéristique-là. Certains d'entre eux peuvent avoir un deuxième secondaire, d'autres, il leur manque un cours pour avoir leur secondaire 5 en poche. Donc, voilà, c'est sûr qu'on agit aussi en persévérance. C'est ce qu'on souhaite, qu'un jour en... Une petite poussée pour dire... tout à fait. Oui, qui empoche un diplôme, une diplomation, ou que l'expérience de travail leur donne une assez grande espérance d'avoir un projet bien concret puis de faire un retour au travail, aux études, tout simplement. Oui, en ce sens-là. Maggie, j'aimerais ça que tu me parles aussi, parce que deux choses. Oui. Vous avez fait des rénovations, là? Ben oui. Bon. Oui, on est beau. Et j'aimerais ça garder quelques minutes. Tu m'as parlé de l'importance d'un projet qui s'appelle Siska. Oui. Allons-y rapidement sur les rénaux. Là. Vous avez fait des rénaux les rénovations, à la bâtisse, là, qui est à côté de Châteauguay. Du 200 rue Notre-Dame-Ouest. En fait, je vous dirais que depuis novembre dernier, on a procédé, entre autres, à la rénovation totale de la plomberie. On a refait les appartements supervisés. Donc, on a rechangé les salles de bain, revêtement de sol. Donc, encore une fois, on a pu bénéficier de la générosité de certains entrepreneurs qui ont décidé de montrer aussi aux jeunes, de leur apprendre certains rudiments de leur métier. Donc, ils ont accepté de jouer le jeu aussi avec ces jeunes-là. Puis, je pense que les personnes qui sont passées chez nous, ça les a marqués aussi en partie. Donc, ça, on a vraiment apprécié cette grande ouverture-là des entrepreneurs qui sont passés chez nous là, pour rénover l'endroit. Et ça nous a permis aussi de se rafraîchir, se mettre au goût du jour, de se rendre un petit peu plus technologique, parce qu'on a eu le droit d'avoir un beau don important. Donc, de la part d'un autre organisme. Donc, on en était bien fiers. Donc, ça nous a permis d'acquérir des aspects plus technologiques pour rendre nos formations agréables et au goût du jour. En parlant de rénovation, on est dans les rénovations ici au Centre Marie-Agnès Desrosiers. Ça se voit, ces choses-là. Et juste au début de l'émission, j'ai dit aux gens, soyez pas surpris si vous entendez des drôles de bruit. C'est pas de la faute de nos invités, c'est les travailleurs qui sont sur place. Il nous reste à peine 5 minutes. J'aimerais ça que tu me parles du projet Siska. S-I-S-C-A. Oui, c'est bien tout à fait. Bien, en fait, je dois vous parler que le Réseau d'entraide des Appalaches a bien entendu aussi un grand volet en autonomie alimentaire, c'est-à-dire qu'on a la particularité d'avoir plusieurs types de cuisine collective, entre autres dédiées aux familles, aux papas, puis aux jeunes de la rue. Puis on offre aussi la possibilité à certaines personnes, selon les besoins, de faire du dépannage alimentaire, donc des dons de nourriture. Par contre, le projet Siska, je vous dirais que c'est une toute autre aventure, un autre projet qui, celui-là, n'appartient pas au Réseau d'entraide des Appalaches, mais bien à la MRC des Appalaches. Donc, c'est un grand projet qui s'est développé en 2 phases. Donc, la première, ça a été une vaste consultation sur notre territoire de plusieurs acteurs pour identifier des priorités d'action à la lutte à la pauvreté. Donc, entre autres, la sécurité alimentaire est ressortie en premier plan. Donc, il y a une personne qui a été dégagée pour
pour documenter la sécurité alimentaire, pour consulter ceux et les celles qui agissent, pour consulter aussi ceux et celles qui en ont besoin, bien entendu. Tout ça a été dirigé, entre autres, par la table de développement des communautés de la MRC des Appalaches. Donc, suite à cette vaste consultation-là, je vous dirais qu'en deuxième phase de projet, la priorité de la sécurité alimentaire, elle a été retenue et 2 projets majeurs ont été retenus, entre autres des jardins collectifs. Et il y aura aussi des cuisines collectives mobiles, c'est-à-dire qu'on ne tente pas de refaire ce qui est fait actuellement. Par contre, on souhaite permettre à un plus grand nombre de personnes de bénéficier des cuisines collectives sur l'ensemble du territoire de l'AMRC des Appalaches. Tout un contrat, ça. Oui, mais ça ne se fait pas avec une seule personne, mais c'est vraiment un projet de MRC. Donc ça, c'est important de le souligner. Bon nombre d'organismes, d'organisations, en fait, seront les moteurs de ces 2 types de projets-là. Et il y aura aussi des personnes qui seront embauchées spécifiquement pour jouer un rôle majeur, là, en fait, dans le développement de ces projets-là. Puis pour parler des jardins collectifs, on retient bien le mot collectif dans le sens que tout ce qui sera cultivé et récolté sera automatiquement redistribué chez tous ceux et celles. Oui, tout à fait. Donc, notre vigne de ce monde, nos organismes communautaires qui font des cuisines collectives, la Rose des Vents, le CRD, peu importe, là, pour nommer que le Réseau d'entraide des Appalaches et autres, j'en passe. Là. Donc, eux aussi pourront bénéficier là, de cette récolte-là. Et on mettra aussi à profit toute notre belle gang qui se tiennent à nos organismes aussi. On souhaite leur faire vivre cette expérience-là, de leur faire vivre ce collectif-là, tout simplement, pour qu'il leur appartienne, qu'il soit à leur image aussi. Tous ces projets-là, Oui. ça s'adresse au 1635 aussi, là? Ou c'est encore oui. plus vaste? Bien, je vous dirais que le CISCA, la particularité, c'est une approche populationnelle, intergénérationnelle. Donc, on ne se limite pas. Oui, tout à fait. C'est vraiment populationnel. Moi, j'aimerais. C'est ça. Si j'avais à le décrire, en fait, c'est ça. Puis on souhaite que toutes les générations confondues puissent mettre à contribution leur savoir-faire et être. J'avais le plaisir de recevoir la directrice du Réseau d'entraide Appalaches, Mme McGuiroy. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.